mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'OZAP. On s'autorise à penser. Une fois n'est pas coutume, on reçoit aujourd'hui un écrivain, Camille Brunel. Salut Julien. Salut Camille. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Ça fait longtemps qu'on se croise. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais beaucoup aimé ton premier livre qui était Une vie imaginaire de Lautréamont, qui était paru dans la belle collection de l'Arbalète, chez Gallimard. C'était un livre étrange. Tu dis que c'est un livre historique. C'était un livre en tout cas qui prenait à bras-le-corps, qui s'engageait et qui prolongeait l'univers bizarre de Lautréamont, extra-humain, pré-surréaliste, plein de métamorphoses en quelque sorte. Et métamorphose, d'ailleurs, c'est un des titres de l'un des livres depuis, que tu as fait depuis. Quel chemin t'a conduit depuis Lautréamont à ce livre pour lequel tu es là aujourd'hui, très bien écrit, qui est passionnant, qui s'appelle L'éloge de la baleine, un filon qui est celui des animaux, qui est devenu le tien depuis. Comment est-ce que tu es passé de l'univers bizarroïde de Lautréamont à celui des animaux ? Je pense qu'il aimerait bien bizarroïde après tout, ne serait-ce que parce que le mot sonne bizarre. Quand j'ai écrit La vie imaginaire de Lautréamont, donc il y a plus de 10 ans maintenant, parce que le livre est sorti en 2011, donc je l'ai écrit encore avant, je pensais pas encore aux animaux en termes politiques ou en termes d'engagement ou quoi que ce soit. C'était beaucoup plus quelque chose d'esthétique. Et donc j'avais bossé à la fac sur la métamorphose chez Lautréamont, à partir du bouquin de Bachelard aussi, sur le bestiaire de Lautréamont. Gaston Bachelard. Voilà, ouais. Et donc j'étais déjà, très attiré par l'extra-humanité et par l'idée de pas rester contraint dans un seul corps, dans une seule façon de penser. Mais aussi, ce qui était attirant chez Lautréamont, c'était le côté pugnace, vindicatif et rancunier, on peut le dire. C'est presque un euphémisme chez lui, vis-à-vis de l'humanité. Et ça venait en fait de convictions écologistes chez moi. Enfin, alors, si j'étais pas encore politisé au sens anticapitaliste et tout ça, tu vois, moi je réfléchissais juste en termes de qu'est-ce qui pollue, qu'est-ce qui salit, qu'est-ce qui nuit aux plus faibles, quoi. Et donc, avec une sorte de dégoût assez spontané pour les fabrications humaines, quoi. Et donc, Lautréamont, lui, combat l'humanité, non pas au nom de thèses écologistes, mais voilà, j'avais déjà été séduit par cette tension vers l'extra-humain et vers la colère extra-humaine, tu vois. Il y a une forme de colère dans la manière dont tu nous parles des animaux. Beaucoup d'amour, beaucoup de fascination pour les animaux. Tu te laisses entraîner dans leur univers et c'est ce que tu fais avec cet éloge de la baleine. Ça parle des cétacés en général. C'est juste qu'Éloge de la baleine est un beaucoup trop beau titre pour s'en priver. Mais ça parle des cétacés en général. Et en vérité, on peut très bien lire le livre. Il y a énormément de passages qui s'appliquent à juste le monde extra-humain en général, quoi, à notre rapport à tout ce qui n'est pas humain. Et j'utilise les cétacés et les baleines comme espèce parapluie, en fait, pour parler de ce rapport-là. Et tu nous mets au regard en tant qu'espèce, en comparaison avec les cétacés, avec les baleines. Oui, ça c'était On n'est pas très à notre avantage. Ah bah non. Tu reprends les choses depuis le début de l'évolution. Ouais, il y a eu une sorte de petit cours comme ça de paléozoologie au début. Alors moi j'ai fait des études de lettres, je suis pas scientifique du tout. Mais tu t'es beaucoup informé. Voilà. C'est une méditation littéraire, esthétique, politico-philosophique, mais tu parles toujours d'un matériau qui est issu de recherches très approfondies, en l'occurrence là, sur les types de cétacés d'abord. Voilà, il y a une sorte de première typologie sur qu'est-ce que c'est un cétacé, les espèces qui existent. Mais moi, je veux pas seulement me contenter de parler des corps, je veux aller vers les découvertes sur la cognition animale, sur l'intelligence des cétacés, et en particulier l'intelligence émotionnelle, dont on commence à découvrir qu'elle est beaucoup plus complexe chez eux que chez nous, parce qu'on commence tout juste à étudier un peu le hardware et à tirer des déductions en fait sur ce qui peut se passer dans ce hardware qui est les énormes cerveaux d'orques là. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup bossé avec un bioacousticien en particulier qui s'appelle Olivier Adam, qui est crédité un peu partout. Genre James Cameron a fait un documentaire sur les cétacés, il y a son nom en petit à la fin, c'est rigolo. Et donc ouais, je suis parti de découvertes vraiment de sciences dures comme ça. Et ce que j'ai fait, qui est un peu la même chose que dans Vie imaginaire de Lautréamont, c'est que je me suis permis d'aller plus loin que ce que peuvent faire les spécialistes qui doivent s'arrêter à un certain endroit par principe de précaution. Et moi, n'étant pas scientifique ou chercheur ou quoi, je fais
fais ce que je veux. C'est-à-dire que tu utilises la littérature comme moyen spécifique finalement d'aller plus loin que ce de que connaissances, ou en tout cas de connaissances, complètement. Le développement des connaissances à partir de ce que tu trouves du côté des scientifiques. Vie imaginaire de Lautréamont, je partais du principe que moi, à 22 ans en 2008, je pouvais pas être si éloigné que ça de ce qu'était un jeune auteur de 22 ans en 1868. Et donc je partais de ma personne pour compléter ce que les chercheurs ne pouvaient que supputer, quoi, tu vois. Et il se passe la même chose avec les baleines. C'est une sorte de vie imaginaire des baleines. Je pars de ce que moi je vis en tant qu'animal, non pas en tant qu'humain. Je me dis mais qu'est-ce que ça me ferait si j'étais une baleine, tu vois, non pas si j'étais un auteur du 19e, mais une baleine. Et la distance est à peu près la même en fait, et la proximité aussi. Et c'est ça que j'essaie de montrer. Tu montres qu'il y a une évolution des diverses espèces de cétacés. Alors, je ne veux pas me tromper parce qu'en fait, il y a une typologie qui est relativement complexe, mais qui est beaucoup plus longue, qui commence beaucoup plus tôt que la nôtre. Et donc, une histoire du développement cérébral qui, d'une certaine manière, peut-on penser, est plus aboutie et que nous ignorons complètement. Oui, c'est ça qui est très impressionnant, c'est de se rendre compte que ce qu'on appelle l'encéphalisation, le moment où le cerveau a commencé à grandir et à se complexifier, c'est important de parler de complexification puisque pour le cerveau, c'est pas seulement une question de taille, contrairement à ce qu'on imagine encore spontanément assez facilement. Ça date de, ils ont quoi, 30, je sais plus combien je dis, mais 35 millions d'années d'avance sur nous, tu vois, 34 millions. On est à même pas, ça fait 300 000 ans qu'Homo sapiens existe en tant qu'espèce et l'encéphalisation de notre espèce, de notre branche de primates, c'est même pas 1 million d'années. Et donc, il y a une déduction qu'on aurait dû faire il y a longtemps, qui sont forcément au moins aussi intelligents que nous et bons que nous, tu vois, capables de bonté aussi. Et ils le sont complètement différemment. Ton livre est une sorte de méditation sur ce que nous ne savons pas, c'est ton point de départ en tout cas, mais qui assurément existe, mais dans des termes que nous n'arrivons pas complètement en fait à imaginer, de la vie émotionnelle notamment, et même de la conscience, de l'histoire et de l'organisation sociale, mais aussi donc des individus, puisque tu insistes là-dessus, il y a des individus parmi les cétacés. C'est le point de mire du bouquin, c'est que quand on le referme, il ne doit plus faire l'ombre d'un doute qu'on parle de personnes, en fait, d'individus, de gens qui vivent sous la mer, quoi. Et de ne plus avoir l'impression que, disant ceci, on fait de l'anthropomorphisme et donc on s'éloigne de la réalité des cétacés. Moi, ce que je sais et dont je suis absolument convaincu, c'est qu'en disant qu'il y a des gens qui vivent sous l'océan, en parlant des cétacés, on se rapproche de la réalité, en fait. C'est un anthropomorphisme qui nous rapproche d'eux parce que toutes les découvertes qu'on fait sur eux, en fait, à chaque fois, nous montrent qu'ils fonctionnent comme nous à différents niveaux. Là, par exemple, on est en train de commencer à voir qu'il y a des sages-femmes chez les orques. Puisqu'on a trouvé des griffures sur le dos de certains bébés et on sait que ces griffures viennent pas d'attaque, c'est impossible. Et en fait, c'est du bon sens. En fait, il est tout à fait possible parce que ces gens se connaissent finalement, qui s'entraident à ce moment-là, comme le font les primates. On sait qu'il y a ça chez les orang-outans. Et il y a une grande inertie chez les humains pour accepter toutes ces découvertes qu'on fait, qui sont très récentes. Ça fait 20 ans. Tu vois, t'imagines le temps qu'il a fallu pour accepter que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Ce serait pas mal si on allait un tout petit peu plus vite pour reconnaître que, parce que justement, il y a urgence, ils sont en train de disparaître, pour reconnaître qu'on n'est pas les seules personnes sur Terre, quoi, que les humains sont pas les seuls alors j'en parle à un moment donné, à avoir conquis le royaume de la conscience. Ces déclarations scientifiques, elles sont là. Hein. C'est la fameuse déclaration de Cambridge de 2012, où justement il y a eu un consensus scientifique sur ce que j'appelle le hardware, sur le matos neuronal qui permet d'être conscient de soi-même. C'est le fondement matériel. Ouais, voilà, ce qu'ils appellent les substrats neurologiques nécessaires à la formation de la conscience. Et donc ça fait 10 ans maintenant qu'on sait que l'intégralité des vertébrés a ça, à la formation de la conscience. Tu vois, c'est fort, hein, c'est pas rien. Maintenant, si on passe dans les médias et qu'on dit que les animaux sont conscients, il y a encore des gens pour nous dire « Oh, attention, anthropomorphisme ». Ça fait 10 ans, il faudra encore 1 ou 2 générations pour que ça coule de source. Et donc, ce bouquin-là, c'est une façon de mettre le turbo et de dire « Non, mais c'est bon, allons tout de suite à la case d'après, reconnaissons ces espèces, non pas comme des éléments d'une grande machinerie écologique à défendre, mais comme des peuples, des sortes de peuples premiers, quoi, en quelque sorte. » Il y a une forte dimension politique, outre la dimension plus puissante encore, je trouve, qui est finalement d'ordre esthétique et cognitif. Hein. C'est-à-dire que, comme tu le disais, ça nous rapproche à la fois ces connaissances de plus en plus précises que l'on a. La conscience aussi qu'il y a tout un continent totalement ignoré
du savoir humain sur le fonctionnement de l'univers animal. Ça nous rapproche d'eux et en même temps, ça nous dépayse complètement. Et tu parles de décolonisation des animaux. Ben oui. Il y a ça dans la guérilla des animaux, le bouquin que j'ai sorti en 2018 sur un personnage qui venge les animaux sauvages comme ça à droite à gauche et il dit qu'il lance la première guerre de décolonisation du monde justement pour reprendre des territoires aux humains comme ça. C'est-à-dire qu'on est parti d'une situation qui est celle, si on commence là, du droit romain de l'Antiquité pour lequel l'animal est une chose. Et on en arrive aujourd'hui avec les progrès encore faibles, comme tu le dis, des différents savoirs zoologiques, de plus en plus à l'idée que non seulement les animaux ne sont pas une chose, mais ce sont des individus. Il y a une individuation parce qu'il y a une conscience animale. Oui, qui se reconnaissent entre eux. Ils ne sont pas tous les mêmes en fonction de leur environnement et de leur vécu. On sait que... mais ça, c'est encore une fois, c'est extrêmement récent. C'est pour ça que pendant les premières pages du livre, j'insiste sur ce qu'on ne sait pas. On a l'impression que comme on a des smartphones et qu'on va dans l'espace, c'est impossible qu'on soit autant à la ramasse sur quelque chose d'aussi évident que des animaux qui nous fréquentent depuis toujours. Or, c'est le cas, on est extrêmement à la ramasse. Ce sont des créatures qui se connaissent entre elles. Qui ont on sait par exemple que les orques, en fonction du dialecte qu'elles parlent, ne sont pas forcément interfécondes. C'est-à-dire que ce qu'on utilisait à l'époque comme un critère de spéciation pour différencier les espèces entre elles, l'interfécondité, ne suffit pas, puisque maintenant on sait que ces orques, parce qu'elles ne parlent pas la même langue, le même dialecte, ça se joue autour de l'île de Vancouver, alors même qu'elles pourraient se reproduire entre elles, ne le font pas. Et donc, on se retrouve à devoir réenvisager notre façon de parler de ces peuples-là, en fait, de ces clans, parce que c'est le terme employé, de ces clans d'orques. Il souligne que nous, on voit ça comme des espèces. Il y a une dimension d'individuation, mais il y a aussi, et c'est pour ça qu'à la limite, ça n'a plus de sens de parler d'espèces, si j'ai bien compris. En réalité, au sein de ce qui nous apparaît comme une même espèce, il y a des régions. Il y a plus que des familles, des nations en fait. Ouais, des nations, des clans, des groupes. Alors sur les orques de Vancouver, c'est très compliqué parce qu'il y a l'espèce de grand groupe des espèces et puis après ça se divise en pods, en clans, en familles. Et ça, mais c'est très très récent. Ça fait 20 ans qu'on sait le faire parce qu'on n'avait juste pas la technologie pour mettre les micros sous l'eau et écouter. C'est très difficile de comprendre comment parlent les cétacés parce que quand ils communiquent, leur bouche ne bouge pas. Les cachalots, ils fonctionnent par clics, mais leur mâchoire est complètement immobile. Donc vous allez avoir un concert de clics autour de vous avec des visages en quelque sorte impassibles. Et donc on commence tout juste à avoir les méthodes de triangulation du son pour savoir qui dit quoi à qui, dans quel... Et voilà, c'est très très récent. Et du coup, ça amène, où tu me parlais de mon engagement politique tout à l'heure, ça amène à repenser la façon d'envisager ces animaux-là dans le droit, en fait. On se comporte encore avec les animaux comme on se comportait avec les humains quand on se permettait de spolier leurs terres sans se poser de questions morales. C'est-à-dire que si on arrivait dans un territoire et qu'il n'y avait pas encore le groupe dominant qui s'y était implanté, on considérait qu'on était chez personne, terra nullius. Et ça, on le fait encore avec les animaux. Et on commence tout juste à dire, c'est pas parce que dans une forêt, il y a que des oiseaux et des petits mammifères qu'il y a personne et que cette terre n'appartient à personne. Et donc, moi, je suis très, très marqué par un bouquin de Sue Donaldson et Will Kymlicka qui s'appelle Zoopolis. C'est sorti il y a une dizaine d'années. Et c'est une sorte de réécriture du contrat social où ces deux philosophes canadiens essaient d'intégrer les animaux au tissu de la société. Et une de leurs notions clés concernant les animaux sauvages, puisque c'est ceux qui nous concernent ici, c'est l'idée de souveraineté. C'est que ces personnes, voilà, pour le dire encore une fois, ça grince encore un peu, mais on va s'y faire, sont dans l'eau, sont chez elles en fait. Et on doit respecter des territoires, respecter une forme de souveraineté et la défendre en fait pour eux. Elles ont le droit de disposer d'elles-mêmes donc. Ouais. C'est ça la souveraineté. Alors, ton livre part de toute une série de savoirs. Jusque-là, on a évoqué la zoologie, les connaissances d'éthologie que l'on a sur les animaux. Il part aussi de l'histoire, bien sûr. Et en matière de cétacés, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une histoire, en tout cas depuis l'apparition de l'humanité, c'est-à-dire une date très récente. C'est une histoire absolument terrible de destruction. Tu as des pages terribles sur, en particulier, la chasse à la baleine, qui a décimé, il y a un chapitre évidemment. qui s'appelle l'enfer. Ouais. Et
À partir du moment où on reconsidère les cétacés à l'aune de tout ce qu'on découvre sur eux, de leur individualité, alors les massacres de cétacés changent de texture, de nature en fait. Et donc j'ai rencontré là le week-end dernier François Garde, qui est l'auteur d'un bouquin sur les cétacés aussi chez Gallimard, La baleine dans tous ses états. Et donc il vient me voir et puis il me dit alors il paraît que tu as dit du mal de mon bouquin dans Le Monde. Et en fait sur le coup j'ai bien été obligé d'assumer, mais effectivement dans son livre il est question de pêche baleinière, mais il n'est absolument pas question d'en parler différemment. C'est-à-dire qu'il y a des pages qui m'avaient vraiment fait grincer, où il regrette en quelque sorte une forme d'air épique. Et effectivement, les grands bateaux, les grandes aventures, Melville, Moby Dick, le Tour du monde, tout ça, bon, spontanément, ça fait rêver. Mais on peut plus se permettre d'écrire des bouquins sur les cétacés en restant spontané. Il faut les écrire en tenant compte de tout ce qu'on sait sur eux et qui est extrêmement récent, encore une fois. Et quand on connaît maintenant les relations familiales qu'il y avait chez les cachalots, on lit plus Moby Dick pareil du tout, quoi. Et François Garde m'a dit mais moi je refuse d'émettre un jugement moral rétrospectif. Et je lui dis voilà, c'est ce qui nous sépare. Moi oui, et je pense qu'il faut. La pêche baleinière, on n'en parle quasiment jamais en France. J'ai dû galérer pour trouver la date de la dernière baleine tuée, et encore c'est une hypothèse. Il a fallu aller chercher ça dans un obscur bouquin d'historien, tu vois. Alors ça remonte aux années 50, mais encore une fois, je pense qu'il y a encore des recherches à faire pour savoir quand la dernière baleine a transité par des ports français, tu vois, potentiellement tuée par une baleinière d'une autre nationalité. C'est presque du folklore, quoi. Tu vois, tu vas dans le golfe de Gascogne, tu as des baleines partout. Oui, il y avait de la pêche à la baleine. Et je pense que c'est important parce que ça conditionne notre rapport aux animaux et donc notre rapport au monde aujourd'hui et à ce qu'on en fait, de dire que ça pose problème, en fait, ce qu'on a fait. Et je me permettrai pas d'écrire un livre aujourd'hui, 6e extinction de masse et apogée de l'anthropocène, enfin apogée peut-être même pas encore, sans en parler, parce que c'est beaucoup trop important. Ça voudrait dire quoi? Que je parlerais que des humains entre eux ou... Non, je pense vraiment qu'il y a une urgence philosophique à reconsidérer nos relations au monde. Et donc, chaque bouquin que je fais, que ce soit le roman d'aventure comme La Guérilla, l'essai ici ou le roman fantastique comme Les Métamorphoses, est une façon, en fait, d'aborder dans différents genres la même question, qui est la question de la personne non humaine et de ce qu'on en fait. Et de ce que nous faisons nous-mêmes, parce que tu dis très bien dans le livre, au cours de ces méditations, nous n'avons pas encore 300 000 ans à l'échelle de l'évolution, ce qui n'est rien par rapport justement à d'autres branches de la vie animale, et en même temps, nous sommes déjà sur le point de nous autodétruire. Ça aussi, c'est le filon commun à tous les livres que je fais, c'est humilier un peu, mais pas au sens étymologique du terme, tu vois, ramener vers l'humus l'humanité, quoi. Qui en vient en plus, alors tu vois, mais de l'humus. Mais voilà, abaisser un tout petit peu l'idée qu'on se fait de l'humanité, de l'intelligence humaine, et en même temps rehausser l'idée qu'on se fait de l'intelligence animale pour que les deux se retrouvent au milieu, comme ça, tu vois. Ce qu'on nous a appris, c'est qu'il y avait une continuité physique entre les humains et les animaux. Ça, Darwin, tout le monde a... C'est difficile de le nier. Alors, pas dans tous les pays, mais c'est difficile de le nier, tu vois. Mais ce qui est resté, en revanche, c'est l'idée du gouffre cognitif. Tu vois, on a accepté physiquement, on était dans la continuité des animaux, mais mentalement, on continue encore, et c'est un réflexe philosophique, même chez des penseurs écologistes aujourd'hui, qu'il y a une altérité radicale chez les animaux. C'est un terme qui revient souvent, ça. Donc il y a un exceptionnalisme humain. Ouais, il y a une ontologie humaine, même s'il y a un continuum biologique indéniable que la science ne nous permet plus de nier, sans tomber dans l'obscurantisme. En revanche, au plan ontologique, au plan de nature de l'être, alors je ne sais pas si ça serait spirituel, en tout cas, il y a une rupture radicale entre l'humain et le règne animal. Même chez les athées, on garde ce truc un peu religieux de l'illumination qui fait qu'il y a une différence ontologique entre l'humanité et tout le reste. Sauf que l'esprit, il vient de la viande, quoi. Il vient du corps. Il y a une continuité, et ça, Darwin l'écrit aussi, c'est juste qu'on l'a un peu moins retenu. Il y a une continuité cognitive et une continuité physique. Mais si tu remets en cause ça, cette radicale différenciation ontologique entre ce qui est humain et ce qui est
est animal sans être humain, tu remets tout en cause, en fait. Oui, c'est assez vexant. Alors, non seulement c'est humiliant pour l'homme, naturellement, mais des humiliations, on en a connu un certain nombre depuis qu'on s'est rendu compte que c'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, et puis depuis qu'on s'est rendu compte, avec Freud, qu'il y a un inconscient qui nous fait faire des choses à notre insu, puis depuis qu'on s'est rendu compte avec Marx aussi, qu'il y a une sociologie qui détermine nos actes alors qu'on est convaincu que ce sont des choix individuels. Donc, c'est un ultime, une ultime humiliation que de nous rendre compte qu'il n'y a pas d'exceptionnalisme humain. Ultime, ouais, parce que je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir de plus après. Mais déjà, gérer celle-là, on est bien loin faut tout changer. Oui. Les conséquences sont absolument phénoménales. Et c'est pour ça que ça me paraît précieux et que j'ai pas l'impression de perdre mon temps en ne parlant que d'animaux et de notre relation à eux, parce que je sais que je suis absolument convaincu que c'est à la racine des relations entre humains aussi. C'est Yves Yourcenar qui dit la cruauté se fait toujours la main sur les animaux avant de passer aux humains entre eux. Donc oui, c'est une façon d'appeler à une façon à une société plus juste et moins violente. Parce que à partir du moment où on met la barre tellement haut qu'on refuse la violence, même quand elle est dirigée sur les animaux, alors on n'a rien à perdre, quoi. Tu vois. Après, le fait d'interdire la violence entre humains paraîtra d'autant plus évidente qu'on la permet même pas vis-à-vis des animaux. Mais alors là, tu t'attends évidemment à ce qu'on te fasse l'objection, mais la violence, c'est pas une invention humaine. Mais ça fonctionne entre humains et c'est ce que je me dis, quoi. Il y a aussi une violence animale évidente qui est sous les yeux de tout le monde. Qu'est-ce qui différencie la violence humaine et qu'est-ce qui la fait illégitime eu égard à la violence animale inscrite dans les comportements des espèces? C'est l'idée de responsabilité. Voilà. C'est des bouquins qui essaient de montrer que les humains sont responsables. On a justement, du fait de notre capacité à formuler des concepts, des concepts tels que l'antispécisme, en fait, qui, à mes yeux, pourrait être le propre de l'homme avant qu'on se rende compte que les animaux prennent soin des autres espèces autour d'elles aussi, en fait. Mais cette capacité à écrire des bouquins comme celui-là, là, pour le coup, je vais pas nier que si j'étais un chat, je l'aurais pas fait. Ça nous donne une responsabilité, ça nous donne un rôle à jouer. Est-ce que, au fond, cette responsabilité, elle vient pas surtout, indépendamment du fait qu'on a ces capacités cognitives ou ces capacités d'action sur la nature, est-ce que ça vient pas surtout du fait que nos capacités d'action sur la nature sont telles qu'on est en train de la détruire, en fait? Ah oui, ça c'est très clair. Mais alors attends, ouais. Il y a un mot que j'utilise jamais dans le bouquin, c'est le mot de nature. Parce qu'on parle encore très souvent aujourd'hui, encore une fois, même chez les gens qui qui veulent sincèrement défendre les animaux, ils parlent de nature. Ils expliquent que l'humain fait partie de la nature, que l'opposition nature-culture est en fait artificielle, factice. Et que l'anthropologie remet ça en cause depuis longtemps maintenant. Mais au final, quand on emploie le simple fait d'employer le mot nature pour dire il faut la défendre, c'est une façon de rejouer cette opposition. On reconduit cette opposition. Et donc, c'est une façon de dire il y a quelque chose qui existe de tout temps autour de nous, qui est la nature, et il y a nous, au milieu, qui pouvons la modifier. Et ça, c'est une chose que j'essaie d'éviter. C'est un tic de langage dont je me suis défait, de parler des animaux comme étant des membres du gros sac philosophique appelé nature, parce que ça donne l'impression que eux n'ont pas d'histoire et nous oui, que eux ne peuvent pas choisir ce qui leur arrive et nous oui. Et donc tu vois, de fil en aiguille, pas forcément volontairement, on en arrive à la conclusion que nous sommes des individus et pas eux, parce qu'eux fonctionnent tout le temps de la même manière. Et donc effectivement, nous avons un impact sur le monde que les animaux, nous avons une vitesse en tout cas d'impact sur le monde que les animaux n'ont pas, mais ça nous sépare pas d'eux quand même, tu vois. Et le fait d'être responsable d'eux, ça ne veut pas dire non plus qu'on a une différence ontologique avec eux. Toujours pas. Le bouquin essaie de parler de ça, de comment eux et nous sommes les mêmes et nous devrions faire un peu les mêmes efforts qu'eux, tu vois, pour essayer de participer au monde sans le détruire. Ça me fait beaucoup penser aux thèses de Lynn White. Est-ce que tu connais tu sais que je suis historien du Moyen-Âge et tout part du Moyen-Âge, bien sûr. Tout est dans l'histoire du Moyen-Âge. Je plaisante, mais Lynn White, l'un des chercheurs les plus cités dans le mouvement éco-philosophique, c'est un historien de la technique au Moyen-Âge, qui s'est posé la question, dans les années 60, de savoir à quel moment s'est établi un rapport instrumental entre l'humanité et ce qui l'entoure.
et son environnement. À quel moment s'est instaurée l'idée que l'homme était fait pour maîtriser la nature, la servir et la mettre à son service parce qu'il en était en quelque sorte extérieur. Et pour lui, c'est le christianisme qui institue par opposition les animaux. Par exemple, ouais. Et ce serait le christianisme qui fait sortir l'homme d'un continuum naturel dont il ferait partie et qui, du coup, le destinerait à agir, à avoir un rapport instrumental. Donc, je ne connais pas suffisamment toutes les religions pour savoir si c'est exactement le christianisme, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit toutes les religions du livre, en fait, qui soit partie qui ait donné lieu à cette instrumentalisation du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les religions comme le bouddhisme ou l'hindouisme sont moins portées sur la séparation entre l'humain et les autres créatures, et ce sont des religions qui viennent de mondes où il y a des primates autour. Ouais. Les religions du livre sont nées dans des mondes où l'humain est le seul primate. Tu vois, il n'y a pas de gorille en Palestine, il n'y a pas de chimpanzé en France. Et à partir du moment où tu es le seul primate et où toutes les autres créatures ne te ressemblent pas, tu vas être plus porté à imaginer des mythes qui vont justifier ton exceptionnalité qu'en Inde ou au Japon, où tu as des macaques qui prennent des bains à côté de toi dans l'eau chaude, qui lavent leur bouffe, qui s'occupent de leurs gosses. Et ces peuples-là qui étaient beaucoup plus souvent confrontés à la proximité entre les autres espèces et eux, tu vois, ne serait-ce que de voir une main de singe, c'est frappant, quoi. Si tout ce que tu vois, c'est des sabots et des pattes de chat, bah, tu dis... Le regard d'un orang-outan, par exemple. Voilà. Et donc, c'est une thèse qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si ça a été étayé encore, mais que l'exceptionnalité vient en fait d'une coïncidence qui fait qu'on était les seuls primates en Europe, à part le petit clan de macaques à Gibraltar, mais bon, on les voit à peine. T'es pas seulement écrivain, t'es homme politique maintenant. J'ai découvert avec les législatives que t'étais candidat, et t'étais candidat d'un parti animaliste ? Du parti animaliste. Enfin, d'un parti animaliste. Techniquement, oui, il y a un autre parti pour les animaux qui s'appelle Le Rêve, qui a été créé par Émeric Caron, et qui a rejoint la NUP et qui a permis du coup à Caron d'être élu. Voilà. Député pour la NUP. Voilà, qui va être du coup le seul député antispéciste dans l'hémicycle. Alors, je lui souhaite bon courage, mais c'est une excellente nouvelle. Voilà. Et le parti animaliste s'est beaucoup fait taper dessus du coup par Le Rêve, parce qu'on a reproché au parti animaliste de ne pas avoir fusionné avec la NUP. Et moi-même, effectivement, ça m'a posé un certain cas de conscience. Mais j'ai été candidat du parti animaliste dans la 5e circonscription de la Marne, dont je suis originaire. Et ce qui est intéressant avec le parti animaliste, c'est que ça part pas du principe que l'animalisme est forcément un mouvement de gauche. Mais ça, c'est une vieille histoire autour de la question de l'écologie. Est-ce qu'on peut être écologiste sans être de gauche ? Et j'ai l'impression que ça commence à venir, parce que c'est fondamentalement de gauche, mais on se retrouve avec des gens de droite ou qui se réclament de droite qui disent mais ouais, il faudrait faire un peu d'écologie quand même. Il y a un élément minimum de définition de la droite et de la gauche, et c'est quand même le fait que la droite préfère conserver un état des choses, ne pas remettre en cause, sauf si c'est la droite révolutionnaire, mais c'est encore autre chose. Là, on va carrément directement du côté du fascisme. Ne pas remettre en cause un certain ordre des choses et le système. Donc, comment prétendre être écologiste ou être animaliste sans remettre en cause radicalement le système dans le sens d'un meilleur fonctionnement, donc sans être de gauche? Oui, moi j'aime bien dire que c'est le seul parti ni de droite ni de gauche qui est vraiment de gauche en fait. Ouais, mais ça fait pas partie de la com. Non, mais moi j'ai essayé de voir l'autre jour une vidéo Combini sur les candidats aux législatives les plus jeunes à Paris. À la fin, ils demandaient quel serait le sujet que vous aimeriez rendre sexy. Et alors ils répondent tous un truc différent, et la candidate du RN a répondu l'écologie. Il y a une tradition d'extrême droite de l'écologie. Bah, évidemment, oui. Et c'est un paradoxe, en fait. C'est pourquoi des gens qui peuvent être aussi durs envers et aussi injustes envers leurs semblables se retrouvent finalement assez ouverts à des lois parfois animalistes, quoi, franchement animalistes. Et c'est une convergence comme ça de la droite et de l'animalisme qui pose problème, qui fait question, qui est à mon sens un paradoxe, mais qui justifie aussi que le parti animaliste refuse de s'étiqueter à gauche et mette en avant, en fait, oui, les animaux, ils sont pas politisés, hein, tu vois. Enfin, avant qu'on le montre, un jour, on le démontrera sûrement. Et voilà, ouais, non, mais moi j'étais dans la Marne, j'ai pas pu faire campagne parce que j'étais à droite, à gauche, j'étais en promo pour le livre. Alors, sans faire campagne, je suis arrivé lanterne rouge de ma circo à 0,84%. Ce qui représente 308 voix, ce
qui est plus que ce que je faisais quand je me présentais aux élections des délégués au collège. C'est déjà ça. Ah, tu vois. Et surtout, ça a permis de visibiliser le parti, de visibiliser les animaux, parce que c'est ça, en fait. La littérature, la politique, très souvent, ça revient sur les humains. Tu vois, c'est un miroir. Même quand on écrit sur les animaux, très souvent, les critiques vont conclure en disant « c'est un miroir de notre humanité ». Et moi, ce que j'essaie de faire dans chaque bouquin, c'est de maintenir le projecteur sur les animaux, de tenir le miroir, mais de montrer les animaux seulement et de tenir un discours sur eux, qui ne soit pas un discours sur nous. Et ça demande un effort, hein. C'est pas logique, parce que comme je disais tout à l'heure, on a eu une éducation spéciste qui soit à la fois scolaire ou même dans les arts, tu vois. Que tu mobilises beaucoup. Oui, bien sûr, parce que c'est des... Voilà, je parle de cinéma. Voilà. Et puis voilà, oui, j'ai une formation littéraire, et de voir comment on arrive à mettre de vrais animaux en politique ou en littérature. Et donc pour ça, partir de la science, des dernières études, toutes dernières, et mettre ça en avant, quoi, plutôt que de parler de nous, encore, toujours de nous. J'ai l'impression de bien connaître les humains, là, c'est bon, tu vois. Merci beaucoup, Camille Brunel, d'être venu plaisir, Julien, merci. nous parler de cet éloge de la baleine que je recommande vivement. Merci. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20h. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose? Non, à voilà, 80%. Merci. Voilà, les gars, et je le vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison? Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon dedans. Et un format de l'ambition de Toujours debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.